On se lève pas le matin en se disant « Ok, aujourd'hui je deviens criminel. Aujourd'hui je vais braquer une banque ou autre. » Alors comment certains arrivent à cette conclusion? Qu'est-ce qui se passe? On va voir les différentes théories criminelles qui existent en les illustrant par des films et séries pour que ça te parle tout simplement. Allez, c'est parti. Moi, c'est Alizé Pasquier, je suis diplômé en criminologie. Je fais des vidéos sur la criminologie, yes. J'aborde aussi l'immigration, les sciences sociales, les problèmes de société, donc si t'aimes bien mon contenu, go liker, go s'abonner. D'ailleurs, c'est la partie 2 d'une vidéo sur les différentes théories criminelles, que je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu. Alors, la première théorie criminologique qu'on va aborder, elle est formée par l'école de l'interpsychologie, dont le principal représentant est Tard. En fait, le concept que développe Tard, c'est le concept de l'imitation. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les lois de l'imitation, en 1890. Alors, ne conteste pas qu'il y a une partie, c'est possible, qui soit liée à la biologie de la personne, qui fasse que c'est un criminel, la théorie du criminel né de Lombroso. Par contre, il ajoute le fait que les gens copient les personnes qu'ils connaissent, ils sont des modèles, et que ces modèles, s'ils sont des criminels, font que la personne qui copie devient un criminel elle-même. Par exemple, dans American Gangster, le personnage principal, Frank Lucas, il ne naît pas gangster, il n'est pas directement un gangster. En fait, il devient gangster en s'adaptant, en observant. Qui fait quoi? Je travaillais avec l'une des plus grosses affaires de la ville de New York. Son affaire lui appartenait pas. Elle appartenait aux Blancs et lui avec. Il est dans le monde du crime organisé en fait. Il y a plein de règles implicites. Il observe donc comment ça marche, il va même essayer de optimiser les différentes structures. Il crée pas de lui-même tout un empire. À partir de rien, non, il observe. Il reprend les mêmes codes, les mêmes façons de faire. D'ailleurs, Frank Lucas lui-même deviendra un modèle. Des personnes vont s'inspirer de lui et de son style. Je vais être comme toi, oncle Frank. Bon, je vous simplifie un peu les théories, mais l'essence de la théorie, elle est là. Bon, deuxième théorie, c'est la théorie rationaliste, qui fait appel à la raison. C'est une théorie qui va à l'encontre du déterminisme. Selon quoi, tout ce qui a pu arriver dans notre vie, notre enfance, notre famille, etc., va faire qu'on va faire des crimes ou pas. Non. Pour les rationalistes, c'est pas du tout ça. Quand on commet un crime, c'est une décision qui est mûrement réfléchie, qui est en fait le fruit d'un calcul, bénéfice, risque. Qu'est-ce que je peux gagner en faisant ce crime? Peut-être beaucoup d'argent, peut-être, je sais pas, des objets, peut-être de la gloire, peut-être une vengeance, etc. Et qu'est-ce que je risque? Parce que si je me fais prendre, je risque beaucoup d'années de prison, de l'argent, des amendes. Est-ce que j'ai aucun risque de me faire prendre? Une série qui est particulièrement illustrative de cette rationalité dans les crimes, c'est Suits. Toute la série se passe dans le monde des avocats, des milieux des affaires. C'est une série dans laquelle un des personnages principaux, Harvey Specter, embauche un jeune avocat. Lui, c'est Mike, le futur Harvey, à quelques détails près. Et en fait, ce jeune avocat qui vient d'être embauché n'a pas le diplôme d'avocat, donc il n'a même pas le droit d'exercer. Et le personnage principal, celui qui l'a embauché, le sait. Mais comme il est très fort, ce petit jeune, il l'embauche quand même, première infraction. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit de le faire, mais il sait qu'il va lui rapporter gros, parce que c'est un très bon avocat, même s'il n'est pas diplômé. Et ça va comme ça toute la série, parce que c'est une personne, un inspecteur, qui connaît les lois de la finance, qui connaît les lois du droit, puisqu'il est lui-même avocat, de prestige d'ailleurs. Donc il va jouer avec ses règles. Il va blackmail, il va donc faire du chantage à certaines personnes, ce qui est totalement illégal, pour pas que certaines évidences le mettent en cause dans des procès qui le concernent. Il va pas hésiter à mentir, à se parjurer sous serment, pour éviter des sanctions pénales. Et on voit tout au long de la série qu'il calcule tous les coups qu'il va faire, qu'il est très intelligent, qu'il use de sa raison pour pouvoir arriver à ses fins et éviter notamment la prison. C'est d'ailleurs un exemple typique de ce qu'on appelle la délinquance au col blanc. C'est une délinquance qui est portée spécifiquement par les personnes qui ont des capitaux économiques, mais aussi des capitaux en termes de capital social, il connaît beaucoup de monde, il va faire jouer ses relations pour s'en sortir. Du capital juridique aussi, parce qu'il connaît très bien les lois, comment les appliquer, comment passer au travers, quelles procédures utiliser, etc. Et tous ces capitaux, toutes ces connaissances sur ces différents sujets lui permettent d'échapper à la fonction de la loi. C'est pour ça qu'on a dénommé cette délinquance en col blanc, pour faire la différence entre les cols bleus, les ouvriers, et les cols blancs, ceux qui portent des chemises blanches, et qui sont dans l'élite de la société. Ouais, donc là je vous ai donné deux théories en une. Celle de la théorie de la délinquance en col blanc, et la théorie rationaliste. Maintenant on va parler de la théorie la plus courante en France à la fin des années 1800, celle qui a le plus pignon sur rue. C'est la théorie du milieu social. Elle est portée notamment par Lacassagne, qui se met en opposition avec Lombroso. Lombroso qui attribue seulement à la biologie la raison pour laquelle on serait des criminels. La théorie du criminel né. Non, selon l'école du milieu social, le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité. Ça veut dire que si on a grandi dans un environnement, dans un bouillon culturel, qui nous a façonné à être un criminel, alors on devient criminel. C'est notre milieu social, les gens qui sont autour de nous, ce qui nous a socialisé, pas juste des chromosomes, la taille du nez, etc., qui nous fait devenir un criminel. Une série qui illustre parfaitement cette théorie, c'est la série The Wire. C'est une série en français qui s'appelle Sur écoute. C'est des policiers qui vont enquêter sur la criminalité
de Baltimore. C'est environ vers les années 2000, il y a une énorme crise en termes du chômage, de la pauvreté. La première saison notamment est exclusivement centrée sur le ghetto à Baltimore. Et comment, dans un endroit enclavé, dénué de possibilités pour s'en sortir, les jeunes sont enclins à faire du trafic de drogue. Hey yo! Et la série elle est particulièrement filmée avec l'angle très réaliste sur la situation sociale de ces personnes. Et on voit à quel point l'environnement dans lequel ces gens du ghetto ont grandi les influence à faire comme leur père. Il y a d'autres théories au 19e siècle qui reprennent un petit peu la même idée, selon laquelle en fait il y a énormément de personnes dans les quartiers défavorisés qui commettent des crimes parce que leur milieu les amène à braver la morale. Et c'est à cause de l'endroit où ils vivent qu'ils font ça, la théorie cartographique. Mais cette théorie, il faut savoir qu'elle est aussi empreinte d'un jugement qui considère que les classes sociales défavorisées, les pauvres, sont, parce qu'ils sont pauvres, par essence, des classes dangereuses. On a une notion classiste à considérer les gens pauvres comme des personnes plus dangereuses que les autres. On sait que les gens pauvres, que la pauvreté peut inciter effectivement à commettre des crimes et délits, certains crimes et délits. Pour autant, le fait d'appartenir à une élite peut aussi engendrer un certain type de délinquance, on l'a dit, la délinquance au col blanc, et qu'il y a certains crimes qui apparaissent dans toutes les classes sociales, vraiment sans aucune distinction. C'est le cas des violences conjugales par exemple. On peut trouver un exemple de la théorie cartographique dans Top Boy par exemple, parce que c'est vraiment centré sur des quartiers pauvres en Angleterre, sur le fait que, parce que voilà, ils sont aussi dans cet endroit qu'ils vont pouvoir faire des crimes et des délits. Et il y a certaines critiques d'ailleurs de cette série qui sont portées sur le fait que à chaque fois qu'on fait des reportages ou des films ou des séries sur ces quartiers, on représente ces quartiers comme dangereux, et on oublie un peu de parler de tout le reste, de comment ça peut être joyeux là-bas, de vivre même avec peu de moyens, avec une culture qui leur est propre aussi, de montrer aussi qu'ils sont pas forcément différents des autres, c'est des êtres humains qui partagent les mêmes émotions. La plupart des documentaires ou séries sur le sujet, ça parle exclusivement pratiquement de la violence ou de la drogue, etc. Les deux dernières théories, je finirai par celle qui est peut-être la plus connue, en tout cas pour ceux qui connaissent la sociologie. Je continue en tout cas avec la théorie de la réaction sociale. C'est une théorie intéressante et je pense pas que tu l'aies en tête. Parce qu'en fait, c'est une théorie qui considère que ce que tu fais, ton acte en soi, il n'est pas criminel, forcément. Ce que tu vas faire va être une infraction, un crime, un délit, etc. Que si ça provoque une réaction chez les autres. Par exemple, je marche sur un passage piéton, tout va bien. Je marche des fois en dehors du passage piéton, mais personne ne dit rien parce que il y avait aucune voiture qui passait, etc. Même s'il y avait des gens à côté, ils ne réagissent pas, même si en soi c'est une infraction dans la loi. La théorie de la réaction sociale va dire qu'il n'y a pas de réaction sociale autour, donc tu ne franchis pas de normes. C'est ok de traverser le passage piéton, aller à quelques mètres du passage piéton, si jamais il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de danger, etc. Au contraire, il y a certaines actions qui vont être complètement légales, et pour autant, qui vont provoquer des réactions énormes chez les autres. Je te prends l'exemple du film Captain Fantastic. Le pitch c'est quoi? C'est une famille qui vit un peu en autarcie en fait dans la forêt. On a créé une chose probablement unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et lui sont des normes un peu différentes, c'est-à-dire que par exemple ils vont pas faire l'école les enfants. Ils vont faire l'école mais avec les parents, en distanciel. Ils vont vivre un peu comme ça en décalé de la société. Ils sont pas socialisés avec les autres enfants par exemple. Ils remettent un petit peu les normes de la société en question. Ils ont des hot dogs. C'est quoi, du cola? Du poison en bouteille. Et on observe que quand la famille va en ville, en fait, on voit que les enfants, ils agissent complètement bizarrement par rapport à ce qui est attendu. Et bien qu'ils font rien d'illégal, les autres, en fait, ils vont pas comprendre, ils vont les juger, ils vont se dire mais c'est qui eux, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils agissent comme ça? C'est que du bio et du local. Les poulets, tu les as tués avec quoi? Une hache ou un couteau? Je suis allée à la boucherie et j'ai acheté les poulets sur une... Ils étaient déjà morts. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette famille, là, un peu isolée, etc., enfreindre les normes sociales, ce qui est attendu de faire dans la société. Dans les tourtereaux, j'espère que vous étiez pas en train de faire ce que je crois que vous étiez en train de faire. Votre fille m'a appris bien des choses ce soir. Veux-tu m'épouser? En fait, ils vont dévier la norme. C'est une théorie de la déviance, en fait. Ils finiront par être totalement incapables de s'adapter au monde réel. Figurez-vous que moi je pense exactement le contraire. C'est de la maltraitance. La déviance, elle n'est pas en soi une déviance, elle est caractérisée par le fait que tu transgresses une norme et que les autres te font savoir que tu as transgressé la norme. T'es étiqueté comme déviant. Et la dernière théorie, c'est la théorie de l'école sociologique d'Emile Durkheim. Emile Durkheim, c'est une des personnes qui est les plus connues en sociologie, un de ses fondateurs. Et pour lui, en fait, il va considérer que les crimes dans une société, c'est un fait social normal même. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais en fait, il considère que c'est juste la réaction de certains individus au fait que la société n'assure pas une socialisation nécessaire. Ouais.
En gros, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'industrialisation, de division du travail, c'est-à-dire que chacun en fait un truc un peu différent. Parce que dans les usines, voilà, toi tu vas faire juste les roulements pendant que l'autre il va faire la roue. Je dis n'importe quoi. Chacun a un travail un petit peu différent, ce qui fait qu'on se côtoie beaucoup moins dans les villes, même si on est beaucoup. On se connaît beaucoup moins que dans les villages de l'époque. La socialisation, donc c'est le fait de connaître les gens, de parler avec eux, d'interagir, etc. Elle est beaucoup moins présente, il y a beaucoup plus de solitude. Tout ça, ces changements de vie socio-économiques, font que les individus ne se retrouvent pas dans la société. C'est ce qu'il appelle l'anomie, et selon Emile Durkheim, c'est pour ça qu'il va y avoir des crimes et délits. Pour illustrer cette théorie, on peut prendre l'exemple de Fight Club. C'est un film dans lequel le personnage principal se retrouve plus du tout dans sa vie. Bon, il fait la collection des meubles Ikea, etc., mais il en peut plus. Il est déprimé, il n'arrive plus à dormir. Il essaie de trouver une solution parce que, en fait, la société capitaliste qui lui dit d'aller acheter les meubles, tous les conforts qu'il a pour être bien dans sa vie, ben, le rendent pas heureux. On voit donc que les règles, les normes sociales qui sont censées protéger la société et rendre bien les gens, bah ça fonctionne pas sur lui. On voit que les normes sociétales ne jouent plus leur rôle de régulation, que toutes les règles de la société qui sont suivies par le personnage principal ne permettent pas de lui faire donner sens à sa vie, alors se crée une situation d'anomie. Et du coup le personnage, comme les règles de la société ne lui conviennent pas, il va inventer mini-société. On lui a simplement donné un nom. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Le problème c'est pas qu'il y ait des règles, mais c'est que les règles ne font pas sens, donc il en invente de nouvelles. Et d'ailleurs, Il est interdit de parler du Fight Club. la deuxième règle du Fight Club, c'est qu'on n'en parle pas. C'est pour dire l'importance des règles. Et cette situation d'anomie va provoquer chez le personnage des comportements criminels. D'ailleurs, la troisième règle, c'est si jamais t'as apprécié la vidéo, like, commente, abonne-toi, partage. À la prochaine. Ciao.